Vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre preview pour la saison 2021-2022. Et cette fois-ci, on s'attaque aux Blue Jackets de Columbus, une équipe qui a été... ça a été difficile l'année passée, honnêtement. C'est une organisation, par contre, qui a beaucoup de jeunes potentiels. Et ça, c'est super intéressant parce que on a des gars qui sont pas tellement vieux. Mettons qu'on y va avec la mi-vingtaine ici. Début vingtaine. Beaucoup, c'est pas vieux non plus. On a quand même des espoirs qui sont des bons espoirs, ou sinon des gars qui sont déjà connus dans la LNH, qui ont un bon talent, puis qui sont jeunes. Et c'est intéressant de voir ça du côté des Blue Jackets de Columbus. Par contre, ça a été plus difficile l'année passée. L'année passée a été une année de scandale du côté des Blue Jackets. Ben, de scandale. Pas de scandale sexuel et tout ça, mais une année peut-être un petit peu plus problématique là, au niveau de la gestion des joueurs et avec le lien qui pouvait unir John Tortorella à certains de ses joueurs. Donc, entre autres, en début d'année, il y a eu toute la saga Pierre-Luc Dubois. Savoir que Pierre-Luc Dubois a demandé un échange, il voulait plus jouer là. Tortorella s'entendait pas bien avec Dubois, blablabla. On a eu des rumeurs comme quoi Tortorella s'entendait pas nécessairement super bien avec Max Domi non plus, donc peut-être ça l'a fait des flamèches avec Max Domi. Là, dans la transaction de Dubois, ben, on obtient Patrick Laine et Roslovic. Ça a l'air que ça va super bien avec Roslovic, mais ça a l'air que ça marchait pas tant avec Patrick Laine. Fait que, bref, il y a eu comme plein d'histoires. Et complètement à l'opposé, Seth Jones qui mentionne comme quoi ça avait été un de ses meilleurs coachs, ou je pense que c'était la mère de Seth Jones qui avait dit comme quoi pour Jones ça avait été un de ses meilleurs coachs à vie. Fait que, bref, c'est un entraîneur que tu détestes ou que tu aimes. En gros, c'est ce que j'en comprends. Mais par contre, la saison un petit peu plus difficile l'année passée a coûté la job à John Tortorella. Puis là, ben, on l'a décidé de le remplacer par Brad Larson. Brad Larson, en fait, c'est un gars qui avait très bien fait au niveau de la Ligue américaine il y a plusieurs années en tant que head coach. Mais il est assistant coach depuis plusieurs années, depuis genre 2014, je pense, avec les Blue Jackets de Columbus. Fait que c'est un gars qui est très très bien connu dans l'organisation. Le système de jeu, il connaît. Les joueurs, il connaît. Fait que ça, il n'y a pas un gros changement à ce niveau-là. Mais John Tortorella ne sera pas de retour. Pour ce qui est du directeur général, eh bien, on revient avec Jarmo Kekalainen. Dans son cas, il y a plusieurs années qu'il est là, honnêtement. Il a fait des moves importants. Il y a eu, entre autres, il a été forcé à faire le move de Pierre-Luc Dubois, qui a réussi à obtenir quand même Patrick Laine et Roslovic. Et dans le cas de Roslovic, c'est un gars qu'on a de très beaux flashs qui nous donnent de bons espoirs envers ce gars-là, qui a peut-être pas eu complètement sa chance avec les Jets de Winnipeg, mais qui, là, on lui accorde vraiment une vraie de belle chance. Puis il semble vouloir saisir son opportunité. Du côté de Patrick Laine, Patrick Laine, c'est un joueur que moi, j'ai toujours qualifié comme étant un joueur qui est paresseux. C'est un gars qui se donne pas plus qu'il faut, puis... Ouais, c'est ça. Fait que c'est un bon buteur, puis il a connu la pire saison de sa carrière l'année passée. La même chose d'ailleurs pour Max Domi, pire saison de sa carrière l'année passée sous John Tortorella, donc c'est peut-être pas nécessairement toujours concluant pour tout le monde. Par contre, dans le cas de Roslovic, si je me trompe pas, je pense même que lui c'est une de ses meilleures, ou sinon sa meilleure saison en carrière. Ouais, je l'ai pas écrit ici, mais il me semble que Roslovic c'était genre sa meilleure saison en carrière dans son cas à lui. Du côté de... Bjorkstan, lui aussi a connu sa meilleure saison en carrière, 44 points en 56 matchs l'année passée, ça a très bien été pour lui. Enfin bref, on va y aller avec un overview pour ce qui est de l'équipe de manière générale. 2019-2020, 70 matchs, 33 victoires, 22 défaites, 15 défaites en prolongation pour 81 points. C'est quand même une saison correcte en plus. C'est pas une saison qui a été exceptionnelle, mais bon, 37 victoires, 33 défaites. L'année passée, ça a été plus laborieux. On parle de 18 victoires, 26 défaites et 12 défaites en prolongation. Donc on parle donc au niveau total, on parle de 18 victoires pour 38 défaites. Très difficile l'année passée pour les Blue Jackets de Columbus, un total de 48 points. Bien évidemment, on n'a pas participé aux séries avec ça. Une moyenne de buts marqués de 2,39 l'année passée. Ça a été laborieux parce que 2,39, ça représente la 29e attaque de toute la Ligue nationale. Une moyenne de buts accordés de 3,29, ce qui représente la 25e défensive de la Ligue nationale. Même les unités spéciales sont plus qu'ordinaires. 15,4% d'avantage numérique, c'est le 27e avantage numérique de la Ligue. Et 79%, c'est le 21e des avantages de toute la Ligue. Fait que, bref, on est toujours dans le dernier tiers de la Ligue pour toutes les statistiques générales d'équipe. Ça n'a pas bien été l'année passée. Ça a été difficile. Puis peut-être qu'il y avait des choses qui étaient extérieures aussi. Peut-être que c'était juste que les gars n'étaient pas assez concentrés en lien avec du blablabla qui n'est pas nécessairement sur la glace, mais alentour de l'équipe. C'est possible, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il n'en reste pas moins qu'au final, ça n'a pas été une bonne année du tout. On a terminé 8e sur 8 dans la division centrale, 28e dans la Ligue, et bien entendu, on ne participe pas aux séries. Le meilleur en termes de buts l'année passée aurait été Bjorkstrand, dans son cas à lui. J'ai dit ses statistiques complètes. Ben, en fait, on les a indirectement.
Brockstrand, lui, c'est 18 buts l'année passée. Si je me trompe pas, il me semble que celui qui suivait le plus proche c'était 16. Mais je suis pas sûr à 100% de ce que je vous dis. En tout cas, 18 buts l'année passée, ça a été le meilleur buteur de l'équipe. Le meilleur pointeur est également Bjorkstrand avec 44 points. Puis après ça, là, si je me rappelle bien, je pense que c'est Roslovic avec 34. Fait qu'on a un drop de 10 points. Puis là, quand tu tombes à 34 en 48, c'est quand même un ratio qui est pas mauvais. Mais il n'y a pas vraiment de joueurs qui ont connu des saisons explosives offensivement. Par contre, des beaux flashs pour Roslovic, ça c'est intéressant. Très difficile pour Patrick Laney dans son cas. Le meilleur défenseur à caractère offensif aura été Seth Jones. En 56 matchs, il a 28 points pour moins 18. Moins 18, c'est quand même pas mauvais quand on pense que Patrick Laney est à moins 28. Mais c'est le pire de l'équipe. Patrick Laney, c'est le pire de l'équipe. Fait que moins 18, c'est quand même pas tant mauvais. Quelques espoirs qui sont des espoirs à suivre qui pourraient très bien faire partie de l'alignement dès cette année, tout dépendamment comment que le training camp va aller. Dans le cas de Liam Foudy, c'est un ailier gauche de 21 ans. Il a joué 12 matchs dans la Ligue américaine l'année passée, 16 points en 12 matchs dans la Ligue américaine. Ça a été plus difficile pour lui au niveau de la LNH. Il a eu un petit 4 points en 24 matchs. Mais c'est un gars en qui on croit du côté de Columbus. Le gars, il est début vingtaine. C'est un gars qui est capable de jouer à toutes les positions offensivement. Donc, officiellement, il est listé attaquant. Là, il peut être ailier droit, gauche ou centre. Fait que ça, c'est une belle diversité pour lui qui joue à son avantage. Puis au niveau de la Ligue américaine, on voit que ça le fait. Fait que la Ligue nationale, c'est peut-être juste une question d'adaptation ou de réelle chance aussi. Parce que là, à ce moment-là, si on le fait toujours jouer, c'est un quatrième trio. C'est sûr que ça t'aide pas bien. Hein? Si c'est un gars qui produit offensivement, quatrième trio, pas trop baisse. Par la suite, on a aussi Yegor Shinakov. Dans son cas, lui, c'est un ailier droit de 20 ans. Il a joué dans la KHL l'année passée, 32 matchs, 10 buts, 7 passes, 17 points. Et là, regardez bien, ça, c'est une subtilité de langage très importante. Puisque Yegor Shinakov, avec ses 10 buts, il a été dans la KHL, pour les joueurs de moins de 20 ans, le meilleur buteur de toute la ligue, avec 10 buts. Et il a terminé au deuxième rang pour les points dans la KHL pour les moins de 20 ans, avec 17 points. Fait que quand même, pour les gars qui ont son âge et plus jeunes, premier au niveau des buts, deuxième au niveau des points. Regardez la subtilité de langage. À ce moment, il va avec Kirill Marchenko. Dans son cas, lui, Marchenko, il a joué, c'est un ailier droit, 21 ans. Il a joué dans la KHL lui aussi. Un an de plus que Chinakov. KHL, 41 matchs, 15 buts, 13 passes, 28 points. Un an de plus. Marchenko, pour les 20 ans et moins. Alors, pas les moins de 20 ans, mais bien les 20 ans et moins. Donc, tu rajoutes un an. Pour les 20 ans et moins. Marchenko a été le meilleur buteur avec 15 buts et le deuxième meilleur pointeur avec 28 points. Fait que, honnêtement, ils ont été chercher deux jeunes de la KHL qui, je pense qu'ils leur appartenaient déjà, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, peu importe, ils ont réussi à rapatrier en Amérique du Nord deux jeunes de la KHL qui ont bien fait dans un circuit professionnel d'hommes avec un bon niveau. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant au niveau du training camp, voir qui va être capable de se faire un spot dans l'alignement dès cette année du côté de Chinakov ou de Marchenko. Dans le cas de Liam Foudy, on le connaît quand même déjà bien à Columbus. Alors ça ici, c'est un alignement tel que je vous le propose. C'est pas nécessairement un alignement qui est coulé dans le béton, mais je pense qu'il y a des moves qui peuvent être quand même assez intéressants. Fait important à mentionner, c'est que l'attaquant Max Domi devrait être absent du jeu jusqu'à, je pense, c'est novembre ou décembre. En tout cas, de novembre à janvier, en quelque part dans ces eaux-là, ou dans le bout de Noël, jour de l'an. Fait qu'il ne sera pas là en début de saison, Max Domi. Donc oui, il fait partie de l'équipe, mais il ne sera pas dans mon alignement parce qu'il est sur la liste des blessés, j'imagine à long terme, là, pour être blessé autant de mois que ça. Alors, en termes de première ligne, je pense qu'il n'y a pas vraiment de questions. Là. En fait, même si Domi avait été là, ça aurait été ça pareil. On a Patrick Laney, saison décevante pour lui l'année passée, 24 points en 46 matchs l'année passée. Dans le cas de Laney, 12 buts, 12 passes. Clairement pas sa meilleure année. Un gars qui est un très bon buteur, 12 buts, même si c'est en 46 matchs, clairement pas sa meilleure année. Alors, Patrick Laney, c'est un gars qui pourrait se reprendre en main, en tout cas, on l'espère, avec un changement de garde au niveau de l'entraîneur. Puis à ce moment-là, sa production offensive va aider une production offensive déficiente l'année passée à 2,39. Fait que ça l'aiderait beaucoup que ce buteur-là, né naturel, puisse produire plus, mettons. Par la suite, on a Roslovic, lui, c'est 34 points en 48 matchs l'année passée. Une très bonne saison pour sa part, honnêtement. Fait que c'est un gars qu'on aime beaucoup à Columbus. On lui donne confiance. Si je ne sais pas erreur, même, je pense que c'est un gars de la place ou qui vient de la région de Columbus. Fait
on y donne tous les outils pour que ce gars-là soit capable de devenir le centre numéro 1 de l'organisation. Fait que non, on ne voit pas nécessairement un gars comme Max Domi, centre numéro 1 des Blue Jackets à long terme. On aspire à un bon développement d'un gars comme Roslovic, ou sinon un gars comme Alexandre Texier est capable de jouer au centre aussi. Mais bon, ça, on va repasser là-dessus. Et au niveau de l'ailier droit, on n'a pas le choix, il va avec Bogdan. Dans son cas, à lui, Bogdan, ben, c'est 44 points en 56 matchs l'année passée, une excellente saison pour sa part. Puis c'est le meilleur pointeur de l'équipe, il n'a pas le choix d'être sa première ligne. Fait que, bref, cette ligne-là, je pense qu'elle est pas mal coulée dans le béton. Cette ligne-là ici, je pense qu'elle peut être coulée dans le béton aussi. On vient avec Gustav Nyquist. Dans son cas, lui, Nyquist, il n'a pas joué du tout l'année passée. Par contre, en 2019-2020, Gustav Nyquist avait en 70 matchs 42 points. Fait que c'est une production offensive correcte, qui a quand même du sens. Ben, en tout cas, c'est pas un des meilleurs top 6 de la ligue, là, on va s'entendre là-dessus. Là. Mais c'est une production offensive qui est quand même correcte. Fait que c'est un gars qui, s'il réussit à trouver ses repères rapidement, peut être intéressant sur le deuxième trio. Ensuite de ça, on va avec Bon Jainer, lui, c'est 17 points en 41 matchs l'année passée. On a fait l'acquisition de Jacob Voracek, 43 points en 53 matchs l'année passée. Dans son cas, lui, c'est un joueur qui est à caractère offensif, un joueur d'expérience, qui s'amène avec une organisation qui a perdu son capitaine, Nick Foligno. Puis ça, c'est quelque chose qui, au niveau du leadership, fait mal. On a perdu aussi Seth Jones, qui avait un impact assez intéressant au niveau du leadership. Fait que là, d'aller chercher un gars qui a de l'expérience comme Voracek, puis qui est porté à l'attaque, c'est quelque chose qui peut être super intéressant pour la production offensive de ton top 6. Puis éventuellement, quand Max Domi va revenir, ça peut être intéressant de voir s'ils peuvent créer une chimie les deux ensemble. Offensivement, ça pourrait être intéressant de faire jouer un gars comme Domi, qui est très porté à l'attaque, avec Voracek, qui peut compléter les choses. Ça peut être un move intéressant à long terme. À court terme, avec Jainer dans le quiz, je sais pas, mais bon, en tout cas, on verra. Par la suite, au niveau de mon troisième trio, j'y vais avec le jeune Texier, 15 points en 49 matchs. Dans son cas, à lui, sa progression semble peut-être un petit peu plafonnée pour l'instant. Donc, on aimerait que sa progression soit plus rapide, plus exponentielle. Dans son cas, on pourrait l'utiliser au centre aussi. Fait que tout dépendamment comment ça va se développer au niveau de sa saison. Mais s'il connaît une bonne saison, ben c'est un gars qui pourrait monter sans aucun problème. Avec l'absence, je dis bien, de Max Domi, ben ça libère quand même un spot dans ton top 6. Ce qui peut être intéressant. On a fait de l'acquisition de Sean Corrali des Bruins de Boston, 9 points en 47 matchs. Dans son cas, lui, c'est un. Ben, c'est ça. C'est un gars de profondeur en qui on peut avoir confiance. Puis il a été chercher de l'expérience dans une organisation qui est connue comme étant très professionnelle à Boston, dans le sens qu'ils sont très sérieux dans leur approche. Fait que c'est un gars qui devrait arriver avec une belle éthique de travail, un joueur de profondeur qui est intéressant pour eux. Ben Strom ici qui va jouer au niveau de l'aile droite, seulement 20 matchs l'année passée, 5 points de mon troisième trio. En termes de quatrième trio, ben, je vais avec Robinson, 18 points en 56 matchs l'année passée, un joueur de profondeur. Stan Loon, 10 points en 32 matchs l'année passée, profondeur. Et dans le cas de Chinakov, lui, c'est 17 points, 32 matchs l'année passée. C'est un gars qui pourrait être intéressant d'utiliser plus haut, mais comme il n'y a pas beaucoup d'expérience à LNH, en fait, je pense qu'il n'y en a même pas du tout dans son cas à lui, là, il a joué KHL, ben, on peut peut-être commencer un petit peu plus tranquillement pour lui, mais tout ça, ça peut bouger amplement le bottom 6. Là, il n'y a absolument aucun point d'interrogation là-dessus. C'est qu'il n'y a rien de coulé dans le béton. Okay? Fait que posez-vous pas de questions. Marchenko, dans son cas, lui, ça pourrait être intéressant de l'utiliser. Un gars qui est peut-être un petit peu plus mature, un petit peu plus vieux que Chinakov. Donc à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait utiliser Marchenko au niveau de notre quatrième trio, voire même notre troisième trio, si jamais il y a quelqu'un qui ne marche pas bien ou qui a une blessure. Liam Foley, que j'ai déjà mentionné, et Hoffman, qu'on a acquis, si je ne me trompe pas, des Blues de Saint-Louis, je pense. Mais c'est un joueur de profondeur dans le cas d'Hoffman. Par la suite, on y va au niveau des défenseurs. Alors, bien entendu, au niveau des défenseurs, notre premier défenseur gauche sera Zach Werenski. Zach Werenski, c'est un jeune défenseur à caractère offensif. Malheureusement pour lui, l'année passée, il a été blessé. Il a manqué quand même une partie importante de la saison. Il a été limité à 35 matchs, mais 20 points en 35 matchs, c'est un bon ratio quand même. Un bon ratio points par match. Fait qu'il a connu quand même une bonne saison pour le temps qu'il a joué. Bien entendu, il perd son collègue des dernières années, son pairing, son joueur de paire des dernières années en Seth Jones. Puis ça, c'est quelque chose qui peut faire mal parce que Seth Jones est un gars quand même qui était très solide défensivement. Puis qui produisait des choses offensivement aussi quand même. Donc ça, c'est quelque chose qui peut faire mal. Mais lui, il va avoir un nouveau paire de lignes. Et dans son cas, c'est Boquist qu'on a acquis des Hawks de Chicago justement dans la transaction de Seth Jones. 16 points en 35 matchs. C'est un défenseur qui peut être un défenseur à caractère offensif, puis c'est un défenseur à gros potentiel. On croyait en lui à Chicago. Fait que c'est quand même une belle acquisition pour les Blue Jackets de Columbus. Ils ont été chercher deux défenseurs, lui et Jake Bean. C'est deux défenseurs à bon potentiel, à caractère offensif. Fait que honnêtement, je pense que ça peut être intéressant à voir comment est-ce que ces jeunes-là vont réussir à s'établir dans un top 6 défensif permanent. Par la suite, au niveau de la deuxième page, j'y vais avec Gravikov. Lui, c'est 12 points en 55 matchs l'année passée.
Un défenseur qu'on connaît bien et qu'on aime bien à Columbus, qu'on utilise beaucoup. Piqué, lui, 11 matchs seulement l'année passée, 3 points. En termes de troisième paire, j'y vais avec le jeune Jake Bean, 12 points en 42 matchs l'année passée, et Kukan, 5 points en 35 matchs. Dans le cas présent, là, j'y étais avec ceux qui sont défenseurs gauche naturel, défenseurs droit naturel. Fait que là, ça fait que je coupe Scott Harrington et Lettonen. Les deux gars ont été quand même pas mal utilisés. Quand ils ont joué, ils ont eu beaucoup de temps de jeu l'année passée avec les Blue Jackets. Sauf que j'y étais vraiment avec des. Tu sais, comme Kukan a été moins utilisé qu'eux autres, mais c'est des défenseurs gauche. Fait que j'y étais avec les positions naturelles pour ce qui est mes défenseurs. Au niveau des gardiens de but, ben là, on y retourne avec Elvis Merzlikins. Dans son cas à lui, ça a été le gardien de but qui a été le plus solide, peut-être un petit peu moins convaincant que l'année d'avant, mais quand même le plus solide l'année passée. Avec 28 matchs, une moyenne de 2,77, 916. C'est une belle efficacité, 916, puis 2,77 pour une équipe qui fait 3,29 de moyenne. C'est quand même bon là, pour Elvis Merzlikins. Fait c'est lui qui devrait théoriquement être le gardien de but, peut-être un peu plus haut que Korpisalo. Mais je pense qu'on va continuer à y aller avec un tandem pareil. Korpisalo, lui, l'année passée, c'est 33 matchs, une moyenne de 3,30. Fait que là, on voit. Et un pourcentage d'arrêt de 894. Du côté du gardien de but, Tarasov, lui, il jouait dans la KHL l'année passée. 16 matchs, 2,06, 925. Et il a fait un petit stage dans la Ligue américaine de 6 matchs, 3,16, 896. C'est un jeune gardien de 22 ans. Je ne fais pas erreur, je pense que c'est sa dernière année de contrat dans son cas à lui. Fait que c'est un gars que il pourrait peut-être challenger pour la LNH, mais je doute. Il faut encore qu'il s'implante Ligue américaine. Ces deux gars-là sont les deux gars, Merzlikins et Korpisalo, qui sont vraiment les gars qui vont être dans la Ligue nationale. Puis ça fait un tandem qui pourrait être pas si mal si l'équipe s'améliore au niveau de son jeu défensif. Alors, bien entendu, puisque on parle des Blue Jackets de Columbus, on a une petite pensée pour le gardien de but Mathis Kivlieniek qui, lui, a perdu la vie des suites à savoir placé devant des feux d'artifice pour protéger, entre autres, la femme enceinte de Elvis Merzlikins. Et dans le cas de Merzlikins, ce qu'il a dit, c'est « Je vais gagner un foutu Vizina en sa mémoire. » Il met la barre haute, mais si ça peut le motiver et le mettre dans sa game, good. Really good. Alors c'est ça pour ce qui est mon preview des Blue Jackets de Columbus. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez au travers des commentaires. Est-ce que vous pensez que cette équipe-là peut faire les séries? D'après moi, non. D'après moi, on a beaucoup de jeunes, on a de l'espoir, mais on ne fait pas les séries cette année. Alors donnez-moi votre opinion à vous dans les commentaires. On n'oublie pas, si vous avez aimé la vidéo, on y fait un petit j'aime. On partage également pour avoir un maximum de hockey fans pour jaser de hockey. On s'abonne, active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2021-2022. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter et puis on se revoit très prochainement.